Nous ce soir pour cette nouvelle conférence. Donc nous recevons Monsieur Stéphane Douady, qui est directeur de recherche au CNRS, spécialiste des formes, de la forme, et puis du coup des bruits qui peuvent en découler, raison pour laquelle vous vous êtes intéressé au chant des dunes. Vous allez nous en parler largement. Donc ce soir, eh bien, le thème de la conférence, c'est du bruit au son. Merci, Monsieur Douady, nous vous écoutons. Bonsoir, merci d'être venu. Donc je vais vous faire un exposé que je vais essayer de faire des démonstrations. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions. Tout est bienvenu. Alors, comme on vient de vous le dire, en fait, ma question a commencé par le chant des dunes. Et après, je me suis posé la question, du coup, d'où venait le chant, d'où venait la musique, d'où venait le son, et ainsi de suite. On peut continuer à creuser, donc c'est ça que je vais vous présenter ce soir. Alors, le chant des dunes. On vous entend pas beaucoup. Oui, on essaye d'augmenter. Ah bon, je pensais qu'il y avait un micro, sinon je parle plus fort. Ça va? Un peu mieux? Encore, il faut monter encore. Donc je commence par le chant des dunes. C'est ça qui m'a motivé la recherche sur le son au départ. On était une équipe qui voulait travailler sur la forme des dunes. Donc quand vous allez dans le désert, vous voyez, ça c'est une méga barcane. C'est une dune en forme de croissant qui est énorme. Hein. C'est-à-dire que là, ça fait 50 mètres de haut sur 500 mètres de large. Et on a essayé de l'étudier. Et en fait, on s'est rendu compte que cette dune, elle chantait. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu une dune chanter. Oui? Ah, c'est bien. Non, mais, voilà à quoi ça ressemble quand même. Quand vous voulez. Oh. Donc ça, c'est pas la dune, c'est moi. Vas-y, Laurent. Vas-y, Laurent, t'attends. C'est moi qui suis tout en bas de la dune, là, et je dis à mes collègues, 50 mètres plus haut, de descendre. Donc je crie. Et voilà ce qu'on entend. Donc je suis avec ma petite caméra, toute bête. Il y a juste le micro de la caméra. Et voilà. Je peux mettre plus fort. Alors c'est un son assez constant. Qui est pas très fort là, parce qu'en fait ils sont à 50 mètres. Hein. Donc à 50 mètres on entend déjà ça. Et quand ils vont se rapprocher, le son va augmenter. Ils poussent le sable avec leur jambe. Voilà, ils poussent le sable avec la jambe, là c'est la photo qu'on voit. Mais alors je n'ai mis qu'une photo et j'ai pas mis un film. Parce qu'on est tellement habitué maintenant à voir les films et de pas faire attention au son. Quand on est revenu au laboratoire après faire la mission au son, et j'ai dit, oh, on a quelque chose d'extraordinaire à vous montrer. On a mis le film, les gens ont regardé, et pendant 4 minutes, ils voient quelqu'un qui descend sur la dune. Ils ont dit, mais il ne se passe rien dans votre film. Et on leur a dit, mais non, c'est pas le film qu'il faut regarder, c'est le son qu'il faut écouter. Et là, c'est pour ça que je mets une image fixe, parce que vous êtes obligé d'écouter le son. Alors ça, c'est une chose, effectivement, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, c'est que typiquement le son, on est baigné dans le son. On s'en sert en fait intuitivement, c'est-à-dire que le son, c'est quoi? Ça nous permet de savoir ce qui se passe autour. Contrairement à la vision en fait, on a des objectifs qui permettent de regarder la lumière qui nous arrive, mais dans un endroit précis. Le son, il nous vient d'à peu près partout, on n'est pas très directif. Et ça nous sert en fait pour savoir voilà, s'il y a des choses qui se passent autour. Et intuitivement, on s'en sert tout le temps, mais on n'en a pas forcément conscience. Et dans les films, c'est bien ce qui se passe. Et dans les films, ils montrent une image, ils mettent un son. On ne fait pas attention au son qu'ils mettent, mais ça nous influence énormément sur savoir ce qui va se passer. Donc là, je veux vous faire attention au son, donc il n'y a pas d'image qui bouge. Alors ça, c'est un son qui est vraiment énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte. En fait, il fait 110 décibels. C'est-à-dire, c'est le bruit d'un petit avion qui vous passe au-dessus. Et nous, quand on a entendu la première fois, j'ai mis l'oreille dans le sable, ça m'a fait mal à l'oreille. Et le seuil de la douleur, c'est 120 décibels. Donc dans le sable, c'est 120 décibels, dans l'air, c'est 110, ce qui est vraiment énorme. Et si vous écoutez, c'est un son qui est basse fréquence. C'est beau. C'est de l'ordre de 110 Hz.
Et vous connaissez la longueur d'onde du son dans l'air. Alors là, ça dépend de la fréquence, mais pour connaître la vitesse du son dans l'air, le truc que je connais, c'est quand il y a un éclair, on attend, et si au bout de 3 secondes, 1, 2, 3, boum, on entend le boom, ça veut dire que c'était à 1 km. Donc en gros, c'est 330 mètres par seconde. Et donc si vous faites 110 Hz, la longueur d'onde dans l'air, ça fait, avec 330 mètres par seconde, ça fait 3,30 mètres. Et du coup, c'est beaucoup plus grand que la distance entre vos deux oreilles. Ce qui veut dire que si vous entendez des boum comme ça, vous ne savez pas d'où ça vient. Et c'est pour ça que là, par exemple, le son, il vient d'un caisson de basse, ici. Et on peut mettre le caisson de basse n'importe où dans la pièce, c'est pas grave. Par contre, les aigus, qui ont une fréquence beaucoup plus courte, on peut entendre la différence entre les deux oreilles. Et à ce moment-là, on a deux micros pour vous donner le relief. Donc ça, même les éléphants, ils n'entendent pas la différence. Là, c'est plus grave, vous entendez ? Voilà, là, ça fait 4 minutes. Là, ils ont mis 4 minutes à descendre l'avalanche. Alors, c'est un son qui est très, très grave. Et qui, donc, on ne sait pas d'où il vient, qui est très puissant. Et c'est surprenant parce que dans le désert, en fait, il n'y a pas beaucoup de bruit, à part le bruit du vent dans les oreilles. Et puis, on marche pendant des journées sur les dunes. Et il n'y a pas de bruit. On n'entend rien. Et tout d'un coup, il y a ce son énorme. Alors, pour savoir d'où il vient, en fait, le seul moyen, c'est de regarder d'où vient la puissance du son. C'est-à-dire que là, si je le remets, je ne sais pas si je le remets, donc je ne le remets pas, c'est pas la peine. Si je suis ici, je ne sais pas d'où vient le son, mais j'entends un certain niveau sonore. Si je me rapproche de la source, le niveau sonore augmente. Et je vais finir, finalement, le son vient de là. Mais c'est uniquement à l'amplitude. Et donc c'est comme ça que quand on a regardé, c'est en venant sur la dune, on s'est rendu compte que ce qui fait le son, c'est la zone qui coule. Alors, ça, c'est un son qui est surprenant, mais qui est aussi dur à décrire. Si vous essayez de décrire un son, c'est très difficile. Et donc, c'est mieux de donner l'enregistrement sonore, ou alors de faire référence à un son que tout le monde connaît. Et donc, par exemple, le premier qui a décrit ce son, qui était Marco Polo, en fait, quand il est allé en Chine en passant par le désert, il est passé par un endroit où certaines dunes chantaient. Et il dit, à cet endroit-là, le désert est dangereux, parce que si jamais vous êtes dans votre caravane et que vous êtes obligé de vous écarter de la caravane pour un besoin pressant, eh ben, il y a des dunes qui peuvent se mettre, il y a des esprits, pardon, il ne disait pas des dunes, il y a des esprits qui se mettent à chanter. Vous pensez que c'est les gens de votre caravane qui vous appellent, vous allez dans la direction du chant et vous êtes perdu, et là c'est grave. Ou alors, donc ça fait référence au son que vous avez entendu là, qui est un son assez pur, qui est un beau, qui peut être un oh, quelqu'un qui appelle. Il y a aussi, et qui est grave, alors souvent le son grave on l'utilise plus souvent parce qu'il porte très loin par rapport au son aigu, il est moins absorbé. Mais il y a d'autres sons qu'on va voir un peu après, et ça peut être un peu plus rugueux, et à ce moment-là il dit que c'est un son de bataille entre deux armées. Alors là, si je vous dis ça, ça ne vous dit rien du tout. Heureusement pour vous, ça fait longtemps qu'on n'entend plus en Europe, en tout cas de sons de gens qui se battent avec des armes et des chevaux. Ou alors justement une cavalcade. Et à ce moment-là, au contraire, vous avez peur, et vous partez dans la direction opposée, et vous êtes aussi perdu, et là, c'est aussi grave. Donc, nous, si on décrit, des fois, on pourrait dire c'est le bruit d'un avion qui passe juste au-dessus, ou d'un troupeau de 4x4 qui arrive. Mais on a beau regarder, on ne voit rien. On ne voit pas d'avion ni de 4x4. Et donc c'est un son étrange. Et comme je vous ai dit, le son vient de cette zone-là. Donc on a essayé de comprendre comment c'était possible de faire du son. Alors pour ça, c'est là où je vais revenir à la base, au fond principal de l'exposé ce soir. C'est comment est-ce qu'on fait du son, finalement. Cette avalanche qui coule, elle fait du son. Alors si on regarde, c'est un son qui est harmonieux aussi. Beau, et qui est relativement soutenu. Donc si on regarde la manière de faire un son soutenu, il n'y a pas tant de manières que ça, tant de manières que cela. Et si on est un peu physicien, alors normalement on dit qu'il y a les cordes, les percussions, les vents, typiquement. Après on peut subdivisionner avec les cuivres, les bois, les pianos, je sais pas, bref, toutes sortes d'instruments. Et en fait on peut les classer en 3 types. C'est des 1D, comme on dit, à une dimension, c'est-à-dire qu'essentiellement, c'est toutes les cordes. C'est-à-dire qu'on a une corde qui est
justement juste un fil, c'est une dimension. On a soit des surfaces, et ça va être toutes les percussions en fait, et donc c'est à 2 dimensions, et ou alors on a les vents, et les vents c'est un volume d'air qu'on fait vibrer, et donc c'est à 3 dimensions, et en fait on triche un peu, hein, c'est-à-dire qu'on le fait un peu en longueur, ce qui fait qu'on va se ramener au K1D en trichant un peu. Alors ça c'est une classification physicienne, et si on regarde comment ça fonctionne, ça c'est un violon qui fonctionne, mais sans... c'est un violon d'entraînement, un violon de sourdine. C'est-à-dire que ça ne fait pas beaucoup de bruit. Alors, si on regarde comment ça marche, si on prend un violon ou n'importe quel instrument à cordes, en fait, on peut en jouer comme une guitare. C'est-à-dire qu'on peut tirer la corde, faire bling. À ce moment, ça fait un son, boing, et le son s'arrête. Donc, en fait, c'est une percussion. On percute la corde pour faire un bling. Et ce n'est pas un son soutenu. Le seul moyen d'avoir un son soutenu, en réalité, c'est de l'exciter avec un archet. Alors un archet, c'est quoi? C'est essentiellement un fil qui est rendu un peu collant qui est rendu un peu collant. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va faire un grincement sur la corde. Donc si vous avez un grincement, parce que je fais un grincement. Voilà, c'est pas un son très joli. D'accord. Alors le grincement, c'est en fait, ça s'appelle une instabilité de collage-glissement. Ça se fait justement quand on a quelque chose qui colle un peu. J'ai mes doigts, j'ai mes doigts sur la table, ça colle un peu, ça frotte. Donc si j'appuie une certaine force, ça tient. Et puis il y a un moment où si je pousse assez, ça va glisser. À ce moment-là, ça saute en avant et ça s'arrête de nouveau. Et donc il y a un petit glissement, et à ce moment-là, quand je m'arrête, ça fait tac sur la table. J'attends un peu, ça fait un nouveau tac, et ainsi de suite. Alors, quand on va très vite, on n'entend pas les tac, tac, tac. Ça, j'essaie de vous le montrer. Je peux vous montrer avec ça, si j'y arrive. Donc ça, c'est un objet lourd, voilà. Je le mets sur la table, il faut que ça frotte. Et si je tire, normalement, il devrait avancer de manière saccadée. Alors, on va voir si ça marche, je ne sais pas. Là, il ne bouge pas, hein. Je tire. Voilà, il a avancé un peu, il s'est arrêté. Toc. Toc. Voilà. Il avance par petits à-coups, mais c'est des tout petits à-coups. Hein. On ne voit pas très bien. Alors, si je tire trop vite, il se met à glisser. C'est pas la même chose. Alors, les grincements, on peut entendre les à-coups quand même, si on veut. Donc moi, j'avais une porte chez moi qui grince, elle est très bien. Et je l'ai enregistrée avant de mettre de l'huile. Et voilà ce que ça donne. Donc là, vous entendez les tacs séparés. Quand ça tient, ça glisse. Et alors, oups. Je vais vous le remettre, parce que ce qui est un peu intéressant d'écouter, en fait, c'est que si vous allez très lentement, vous entendez les tacs séparés, et puis j'accélère, en fait. Et il y a un moment où l'oreille, au début, elle perçoit chacun des tacs, et puis à un moment, les tacs deviennent très trop proches. À ce moment-là, l'oreille n'arrive plus à les distinguer, c'est typiquement 1/10 de seconde, c'est les temps caractéristiques de nos perceptions. Et à ce moment-là, il y a un moment où on n'entend plus grand-chose, on ne sait pas très bien ce qu'on entend, et après, les tacs deviennent très très serrés, et à ce moment-là, ce qu'on entend, c'est plus les tacs séparément, mais c'est le temps entre les tacs, c'est-à-dire la fréquence. Si on entend une note, et après, c'est la note qui augmente justement. Donc, je vous ferai écouter. Ça, justement, c'est une transition de perception qui est intéressante. Voilà, c'est tac séparé. Voilà. Et donc là, à la fin, c'est ça qui fait une note, c'est que c'est... Alors là, vous allez me dire, la porte, elle fait un son qui est assez joli. Hein. En réalité, c'est parce que c'est déjà un instrument de musique. Que si on fait un grincement pur, comme ça, comme tous les grincements que vous connaissez, c'est pas des jolis sons. C'est justement un peu irrégulier. Les temps sont un peu irréguliers. Alors, comment est-ce qu'on les régularise? En fait, c'est ça le travail de la corde. Le travail de la corde, c'est qu'elle a un mouvement régulier de vibration. Je sais pas si je vous montre, là, voilà. Typiquement, boing, boing, boing. Là, oui, il y a des cordes qui bougent. Bon. Elle a un mouvement régulier de vibration. Et ce qui se passe, c'est que quand on tire, on colle la corde sur l'archet. Et au moment où ça se libère, ça fait une onde qui revient. Et au moment où on retire, quand elle revient, ça va redécaler l'archet.
Et donc l'onde se propage, redécolle l'archet, et ainsi de suite. Et du coup, il y a une interaction entre l'archet, le frottement de l'archet et le mouvement de l'onde, ce qui fait que les deux se mettent d'accord, si tout se passe bien, et qu'à ce moment-là, on a un joli son. Alors c'est pour ça que le violon, moi je vais arrêter ce film, c'est pour ça que le violon, c'est très dur à apprendre au début, parce que les apprentis n'arrivent pas à accorder la vitesse du grincement avec la fréquence de la corde, et ça fait des bruits atroces. Voilà. Donc, c'est comme la porte. La porte, c'est pareil en réalité. C'est-à-dire qu'il y avait le tac-tac-tac qui pouvait être un peu irrégulier, mais il y avait tout le reste de la porte qui vibrait de manière régulière et qui, du coup, refaisait claquer au bon moment. Et donc, le son devenait régulier à ce moment. Donc, pour avoir un son qui est joli, ce qu'on fait, justement, c'est deux choses. C'est qu'on couple là, on couple une instabilité qui est un frottement, qui est quelque chose de pas joli, mais qui fait une excitation, avec quelque chose qui est joli, qui est le son d'une corde. Et les deux, s'ils se mettent d'accord, on arrive à avoir un joli son. Alors, je vous ai dit que tout à l'heure que si ça, c'est un violon d'entraînement qui ne fait pas de bruit. Alors, on dit que la caisse, en fait, d'habitude, c'est une caisse pour amplifier le son. Ou un résonateur, on décrit souvent ça comme un résonateur. En fait, c'est effectivement, c'est pas un résonateur, parce qu'on peut faire plusieurs notes avec. Donc, en fait, on peut... si on avait un résonateur, je ne sais pas si vous connaissez les résonances. Oui. Les résonances, c'est par exemple, on a un pendule qui a une certaine fréquence, et donc si on l'oscille à la bonne fréquence, l'amplitude va augmenter à chaque fois, et donc il résonne. Mais si on l'excite à une fréquence qui n'est pas la bonne, il ne bouge pas. Donc un résonateur, il ne répond qu'à sa fréquence. Là, la boîte, elle répond à toutes les fréquences, parce qu'elle peut faire toutes les notes. Donc ce n'est pas un résonateur. Après, on dit que c'est un amplificateur, mais en fait, ce n'est pas vraiment un amplificateur, parce que pour amplifier, ce qu'on suppose maintenant, c'est qu'on met de l'énergie et que le son restitué est plus grand. Là, en fait, il n'y a pas d'énergie, c'est juste un morceau de bois. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une idée? Ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand je fais vibrer la tige, là, il y a peut-être une énergie mécanique qui est importante, mais le couplage de la tige avec l'air, il est très très faible. C'est-à-dire que la tige, elle ne fait pas bouger beaucoup d'air. Exactement. Alors que du coup, si j'arrive à transmettre cette vibration à une plaque, et que la plaque, elle bouge dans l'air, elle va pousser beaucoup l'air, et donc elle transmet le son. Et donc en fait, pour parler en termes techniques, c'est un adaptateur d'impédance. Ça veut dire que ça transmet l'énergie de l'objet qui m'intéresse à ce que je veux, qui est l'air, qui est le son. Alors là, j'ai un bel exemple, j'ai trouvé cet été, là. Vous avez une petite machine à faire de la musique. Si je la fais tourner comme ça, je ne sais pas si vous entendez. Ah, il y a des bonnes oreilles encore quand même, ça va. Voilà. C'est très très faible. Maintenant, voilà mon amplificateur. Alors là, vous voyez, la planche, elle ne fait pas grand-chose, mais tout ce que je fais, c'est que... Et en plus, la vibration, elle n'est pas bien transmise. Je la pose juste. Donc il y a beaucoup d'énergie qui est perdue, mais le peu qui passe à un système qui est beaucoup mieux pour faire du son dans l'air, et donc ça marche bien. Voilà. Alors si vous fumez sur le côté, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est typiquement un amplificateur. Et c'est ça, les caisses des guitares et des violons, c'est juste un ampli. Bon. Donc voilà, on sait comment marchent les instruments à cordes maintenant. Alors, je ne devrais pas parler des percussions, parce que les percussions, c'est justement que des percussions. C'est-à-dire que ce n'est pas des sons soutenus. On peut pas, ou alors on joue de la percussion avec un archet, mais ce n'est pas terrible. Pas très bien. Et les percussions, c'est quand même intéressant à regarder, parce que si vous regardez la corde, ce que vous montrent ces petits dessins-là, c'est que la corde, c'est un des instruments les plus anciens. Pourquoi? Parce qu'il fait un son qui est toujours harmonieux. Si vous excitez une corde, il va osciller. Le mode de base est comme ça. Il est bloqué au debout et puis il a un maximum au milieu. Si vous essayez de regarder les vibrations suivantes, ce que vous obtenez, c'est que vous faites deux bosses. Il est toujours coincé au debout, et là vous faites deux bosses et ça bouge. Après, vous faites trois bosses, quatre bosses, et ainsi de suite. Et si vous regardez la fréquence, c'est le temps que l'onde sonore fasse un aller-retour. Là, c'est le temps qu'il fasse un aller-retour sur une bosse. La longueur est 2 fois plus petite. Donc la fréquence, et le temps est 2 fois plus court, donc la fréquence est 2 fois plus grande. Là, elle est 3 fois plus petite,
donc la fréquence est 3 fois plus grande, et ainsi de suite. Et donc, quand vous tapez une corde, vous excitez en fait tous les modes en même temps. Vous ne faites pas un beau sinus. Vous faites un pincement qui excite tous les modes. Et vous entendez tous les sons en même temps. Et là, ce qu'il y a, c'est que les sons sont harmonieux. Parce que vous avez le fondamental, 2 fois le son fondamental, qui est une octave, 3 fois, et ainsi de suite. Et ça fait un son qui est naturellement joli. Il n'y a aucun problème de réglage. Alors que quand vous faites ça sur une plaque, ça ne marche pas. Voilà, une plaque, typiquement. C'est pas très joli comme son. Ça fait bling. Alors ça fait bling, pourquoi? Parce qu'on excite. Ça, c'est les modes de... comment ça s'appelle ça? C'est les figures de Chladni. Je ne sais pas si vous connaissez. Si vous faites vibrer une plaque, de manière constante, et que vous mettez du sable par-dessus, le sable, la plaque vibre, comme on a vu tout à l'heure, avec des nœuds et des bosses. Et en fait, le sable va s'accumuler là où la plaque ne bouge pas, et donc au nœud de vibration. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on excite la plaque avec différentes fréquences, et on peut regarder quand est-ce qu'il y a une résonance, justement, de la plaque pour une fréquence donnée, un mode de vibration, et on a des dessins qui disent que les modes de vibration sont différents. Et si on fait ça avec une plaque quelconque, eh ben, vous voyez que les modes de vibration sont beaucoup plus compliqués que la corde. Il y a des oscillations dans le sens radial et des oscillations dans le sens orthoradial. Voilà. Dans les deux directions, ce qui fait des motifs compliqués. Et ça fait qu'il n'y a aucune raison que 2 modes de vibration soient harmoniques l'un de l'autre. Et ça fait que justement ça grince. Alors tout l'art des gens qui faisaient des cloches et des timbales, en fait, c'est l'art de changer l'épaisseur, de changer la forme et de changer l'épaisseur. Et du coup, le mode de vibration le plus bas ne change pas, parce que c'est là. Par contre, les modes de vibration plus élevés vont être changés. Et donc, on peut décaler les modes les uns par rapport aux autres. Et avec un peu de chance, on arrive à les rendre tous en rapport harmonieux et on a un son qui est à ce point qui est joli. Alors ça, c'était un secret jalousement gardé à l'époque. Et donc là, on voit que les modes, donc ça c'est une plaque, ça c'est une cymbale. On voit que les modes ne sont pas très différents. Bon, ils sont un peu plus réguliers pour la cymbale, justement. Mais si on regarde, en fait, les fréquences, elles deviennent propres. Alors, est-ce que ça marche pour ma cloche? Non. Je ne sais pas si vous entendez, elle grince, moi, la cloche, au début. Je ne sais pas si vous entendez, mais je pense que c'est uniquement c'est la puissance. Elle est très puissante, et donc ça me fait grincer mes osselets dans les oreilles. Bon, et si vous écoutez un peu, à la fin, elle fait un battement. Elle fait waouh, 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 waouh. Et ça veut dire que justement, elle n'est pas parfaitement accordée. Ça veut dire qu'en fait, il y a deux modes qui devraient être périodiques l'un par rapport à l'autre, mais il est un peu décalé. Donc il y a des moments où ils sont en phase, donc le son est bon, puis il y a des moments où ils se décalent, et à ce moment ils sont en opposition de phase, le son meurt, puis ils sont de nouveau en phase, et ça redémarre, et ainsi de suite. Et donc la modulation entre les deux fait le boum, 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 qui est la fréquence qu'on entend. Bon, alors voilà pour les plaques. Alors maintenant, les instruments avant. En fait, si on regarde les instruments avant, il y a deux types d'instruments avant. Il y a ce qu'on appelle les Van Karman et les Bernoulli. Alors ça, c'est une appellation de physicien. En fait, il y a typiquement ce qu'on va appeler les flûtes et les bois ou les cuivres. Alors ça, pourquoi est-ce qu'on appelle ça Van Karman et Bernoulli? C'est que l'origine physique de l'excitation, elle est de deux instabilités physiques différentes. La première, c'est Van Karman. Alors, Van Karman, c'est quoi? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le vent faire siffler les fils électriques ou les poteaux. C'est quoi? C'est que si le vent passe sur un obstacle, s'il passe lentement, au début, il fait le tour de l'obstacle et il se recolle. Tout va bien. Et à un moment, quand il commence à aller trop vite, il a du mal à retomber derrière, donc il se sépare un petit peu, il y a une séparation des vitesses, et du coup, derrière, il y a deux tourbillons qui se forment en échange, en contre-réaction. Et quand on continue d'aller encore plus vite, les tourbillons se font aspirer. Donc il y a un tourbillon qui se fait aspirer, l'autre se met à grossir pour prendre la place, puis il se fait aspirer, l'autre se remet à grossir, et ainsi de suite. Et à ce moment-là, on a un train de tourbillons qui partent les uns après les autres. Donc j'ai une photo là, voilà. C'est typiquement ça qu'on voit. Donc là, vous avez votre câble électrique et le vent qui passe. Alors ça, en fait, c'est pas un câble électrique.
c'est c'est les Canaries. C'est les îles au sud sud de l'Espagne, au large du Maroc. Et ce qu'on voit, en fait, c'est les rideaux de nuages. C'est les nuages, il faisait nuageux sur les Canaries ce jour-là. Ça n'arrive pas tous les jours. Et les Canaries, c'est des îles volcaniques. Donc c'est le haut du volcan qui perce les nuages. Et derrière, on a le même phénomène. Vous voyez un tourbillon là qui s'est décroché, puis ainsi de suite. Mais c'est exactement le même phénomène. Alors ça fait du son. Pourquoi? Parce qu'un tourbillon, là vous voyez un gros tourbillon, on appelle ça une dépression. Vous savez, comme on dit justement, la météo va être mauvaise, parce qu'il y a une dépression qui arrive. La dépression, c'est un objet qui tourne. Et on a une dépression parce que si vous le faites à vous sentez le sang affluer dans les bouts des mains. Pourquoi? Parce qu'il y a la force centrifuge. Et donc, pour contrebalancer, si vous faites ça avec de l'air, normalement, l'air devrait disparaître au milieu. Alors, pour contrebalancer ça, il y a un gradient de pression qui s'établit. Donc, la pression devient plus faible au milieu, mais l'air est aspiré vers le milieu. Et à la fin, on peut faire tourner un bocal et avoir de l'eau immobile avec justement le gradient de pression qui est parabolique. Donc, au cœur d'un tourbillon, on a une dépression. Et donc là, on émet périodiquement des dépressions. Et ça fait donc, du coup, ça rayonne aussi une onde sonore. Donc voilà, je vais essayer de le faire avec la baguette, là. Voilà, vous entendez. Alors, ce qui est typique ça, c'est un son de von Karman, donc. Et vous entendez, le son, pareil, il n'est pas très beau. Il n'est pas très beau, mais il a une fréquence caractéristique. Il a une fréquence caractéristique et la fréquence de décrochement des tourbillons qui dépend de deux choses, de la vitesse, mais aussi beaucoup de la taille. Là, vous voyez que là, c'est un petit volcan, là, c'est un gros volcan. Et ben, ça fait des tourbillons beaucoup plus gros, et donc en fait, le temps entre les deux tourbillons est beaucoup plus grave. Donc là, si vous avez ça, c'est une autre fréquence. Voilà. Là, c'est un peu plus grave. Vous avez entendu la différence? Ouais, si vous faites avec ça gros, vous entendez? Voilà, ça devient grave là. Ça devient très grave. Alors vous voyez que, dans tous les sens du terme. Alors, vous voyez que ça, c'est un tube qui n'est pas très gros. Et on est déjà près des 200 Hz, de 110 Hz justement. On est déjà près du son de l'avalanche. Donc, par exemple, si on revient à notre problème de dune, c'est pas la taille de la dune derrière le vent qui fait ce son-là, parce que ça serait un son qui serait vraiment beaucoup trop grave. Donc ce son, c'est pareil, il n'est pas très beau, d'accord. Et donc si on revient à la flûte, oups, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Si on revient à la flûte, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une arête, typiquement sur le côté ou en face de l'embouchure de la flûte avec. On fait une arête, on fait arriver l'air sur cette arête-là. Ça fait les tourbillons qui se décrochent, qui ne sont pas très propres. Mais après, l'onde sonore, elle se transmet dans le tube. Il y a un retour à l'autre bout, ça oscille, comme pour la corde. Et les deux, l'onde sonore et les tourbillons se mettent d'accord et ils arrivent à faire un son qui est joli. Voilà. Alors, ça, c'est ce qu'on fait aussi en sifflant. Hein. Si je siffle, c'est que je fais justement les tourbillons au niveau de mes dents ou de mes lèvres. Et après, ce que je fais, c'est un son qui est joli, et qui a une note bien définie. Et si j'arrive à une note définie, c'est que je fais résonner dans le reste de ma bouche. Donc je change le volume de la bouche et on peut changer la note. Voilà. Donc ça va, ça marche bien. Maintenant, Bernoulli, c'est un cas qui est un peu plus. Donc c'est un cas qui est joli, celui-là, la flûte. Donc c'est pour ça que typiquement les premiers instruments, c'était des flûtes et des cordes. Alors, j'ai oublié des papiers, je vais prendre des papiers. Ah. Bernoulli, c'est une autre instabilité. Et Bernoulli, c'est un physicien qui a découvert que je vous ai dit que la pression, elle variait pour compenser la force centrifuge. Mais il y a un autre cas où la pression varie dans les liquides, c'est pour compenser la vitesse des écoulements. Donc si vous avez par exemple un rétrécissement dans un tuyau, pour conserver le débit, ça va plus vite au cœur du tuyau, et ça crée une dépression aussi au centre. Comme si en fait la dépression allait aspirer le liquide pour l'aider à passer. Du coup, si on fait ça entre deux feuilles de papier, donc là je prends deux feuilles de papier, et que je souffle dedans, au début j'écarte les feuilles de papier,
Mais avec la pression de Bernoulli, je fais une dépression. La dépression est tellement forte qu'elle recolle les feuilles de papier. Alors là, il n'y a plus d'air qui passe. Comme je souffle, ça finit par se rouvrir, et ainsi de suite. Donc ça fait ça. Voilà. Alors vous entendez, c'est un son qui n'est pas très beau. On entend le clinquement des feuilles de papier. Et c'est un son qui ressemble vraiment beaucoup au grincement, en fait. Parce que l'air passe pas du tout, il passe pas du tout, il passe. Donc il y a des mouvements de saccadés, d'arrêt, etc. Et après, tout ce qu'on fait... Alors là, dans l'instrument, il y a les instruments à bec. Typiquement, en fait, on fait passer l'air entre une partie souple qui est l'anche et puis une partie dure, ou entre deux anches. Donc ça, c'est la clarinette, et les hautbois, c'est entre deux anches. Et donc les anches se ferment, ou alors l'anche se ferme sur les clapettes sur l'embout. Et puis ça résonne, pareil, et ça se met d'accord, et ça arrive à faire un son qui est assez joli. Alors là, les embouchures, c'est en fait, on fait ça avec les lèvres. Donc c'est les deux lèvres, on ferme à peu près les deux lèvres, et c'est le passage de l'air entre les deux lèvres qui passe, ou alors qui colle les deux lèvres ensemble, qui se trouve, et qui colle les deux lèvres ensemble. Puis après, ça résonne dans le tuyau, et ça c'est joli. Alors je peux vous faire une trompette sans trompette. Voilà. Donc, bon, ça marche, mais c'est pas très joli. Là, ça résonne un peu avec les tubes. Alors, c'est mieux de le faire avec un tube. Je vais essayer. Voilà. Et là, j'ai pas vraiment le choix. C'est que le son est vraiment imposé par le tuyau à ce moment-là. Alors, si je change de tuyau, ça va faire un son différent, justement. Ah bon, je suis pas bon. Normalement, on pourrait faire les notes au-dessus. Alors en fait, là, il y a un petit problème, et qu'on va voir tout de suite. C'est que si je prends ces instruments avant et que je vous enlève le haut, là, je vous enlève les embouchures et les débuts, et je vous demande, dites-moi si c'est un instrument de Van Karman ou un instrument de Bernoulli. Est-ce que vous êtes capable de me dire? S'il y a un indice. Ouais. Pardon? Là? Non. Voilà, là il y a quelqu'un qui fait le geste. Le pavillon au bout. Exactement, qui s'ouvre. Là, c'est un tube droit qui s'arrête. Et là, ce qui est caractéristique, c'est qu'ils ont tous des pavillons. Qui, en plus, même pour les bois, sont en métal, souvent. Pas toujours, hein, des fois, mais elles sont quand même renforcées en général. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ça, c'est quelque chose d'un peu dur. Ce qui se passe, c'est que le son, quand il se propage ici, il se propage un peu dans les trois dimensions. Enfin, on suppose que c'est la longueur qui compte, mais en fait, le son se propage aussi dans les trois dimensions. Et du coup, la largeur du tube compte. Vous voyez là, par exemple, ce tube-là est plus long, mais il fait une note plus aiguë que celui-là. Pourquoi? Parce que la largeur compte un peu. Alors, du coup, si on fait un son qui se propage tout droit et qu'on fait une vitesse du son effective, ça va dépendre de combien il y a de place pour passer sur ce côté. Donc typiquement, plus c'est large, plus il y a de la place, plus ça met du temps à passer, quoi. Ça va lentement. Du coup, si on varie la taille, en fait, on varie continuellement la vitesse du son, ce qui est une vraie traîtrise. Et ça, c'est comme ça, on peut faire des mirages. Vous savez comment marchent les mirages? Les mirages, c'est la densité de l'air. Si elle est constante, la vitesse de la lumière est constante. Et quand on arrive près d'un sol qui devient très très chaud, l'air se dilate, la densité diminue et donc la vitesse, elle augmente. La vitesse de la lumière augmente. Et du coup, la lumière, en fait, est déviée par la différence d'indice et elle remonte. Et ce qu'on voit, en fait, c'est le ciel. Donc si vous avez vu ça sur une route goudronnée, bien chaude, l'été, vous voyez des flaques d'eau qui sont en fait la réflexion du ciel. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Vous diminuez la vitesse du son continuellement. Et donc, en fait, le son qui arrive là, il finit par repartir et remonter. Il y a un effet mirage, comme s'il retrouvait un fond dur. Et ça, c'est ça qui permet de faire des jolies notes, en fait. Parce que si on regarde la flûte, c'est un son qui est joli quand c'est droit, parce que là, l'embouchure est toujours ouverte. On a une embouchure ouverte, on fait des tourbillons. Du coup, si je regarde les conditions, la pression, elle va osciller au maximum au niveau de l'embouchure, et puis elle va osciller aussi au maximum au niveau de la sortie. Donc le premier mode que je peux faire, c'est une demi-longueur d'onde.
Donc c'est exactement comme la corde, sauf qu'au lieu d'être pincé des deux côtés, c'est ouvert des deux côtés. Et le mode suivant, eh ben, c'est le double, c'est-à-dire une longueur d'onde et demie. Enfin, une longueur d'onde complète, qui est bien le double de demi-longueur d'onde. Et donc là, avec une flûte, on peut faire passer à l'octave tout de suite. Il n'y a pas de problème. Alors que si on prend un Bernoulli, on est tout le temps fermé, on est tout le temps en train de clapper au bout. Donc en fait, la pression est d'une condition fermée et le bout est une condition ouverte. Donc le premier mode, c'est un mode où on a un quart de longueur d'onde. Et le mode suivant, du coup, c'est un quart de longueur d'onde plus une demi-longueur d'onde, c'est-à-dire 3 fois le premier, et donc on n'a pas l'harmonique 2. Du coup, si on fait ça avec le tube, moi j'y arrive pas, mais si on fait ça avec le tube et qu'on cherche la note au-dessus, on est à 3 fois la note et on n'arrive pas à faire 2 fois la note. Ce qui est un peu ennuyant, et donc on met toujours un pavillon pour à ce moment-là. Le pavillon, ça fait comme une réflexion, c'est comme si on était de nouveau fermé, et à ce moment-là, on arrive à avoir le mode suivant qui est bien le double. Donc les clairons, on peut faire ta 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 ta, parce que justement, c'est bien l'octave, sans note. Alors ça, il y a un autre effet qui est aussi dur, c'est que vous voyez que c'est du métal. Pourquoi? Parce qu'en même temps qu'on change la vitesse du son, il y a un cas qu'on connaît bien, c'est sur la plage. Vous avez vu les vagues déferlées. Et les vagues déferlées, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a la vague qui arrive, qui a sa vitesse qui dépend de la profondeur, il n'y a pas de problème. Et puis on change continuellement la profondeur. Et à ce moment-là, les parties qui sont hautes, elles croient qu'elles sont encore profondes, elles vont plus vite que les parties qui sont basses, qui se rendent compte qu'elles sont bloquées par le fond. Et à ce moment-là, les parties hautes se mettent à passer au-dessus des parties basses et ça déferle. Et là, c'est exactement ce qui se passe. En fait, au niveau de l'onde sonore, il y a les parties basse pression et les parties haute pression qui se rattrapent. Et là, ils n'arrivent pas à déferler parce qu'en fait, l'un ne passe pas au-dessus de l'autre, mais ça fait un choc. Ça fait effectivement une onde de choc. Et donc, les instruments à son, ils sortent des ondes de choc. Et donc, c'est extrêmement puissant. Et c'est pour ça qu'une trompette, ça va plus que 120 décibels. Et donc, dans les concerts, c'est pour ça que les trompettes, c'était les instruments préférés pour faire peur à l'ennemi ou impressionner les gens. Et dans les concerts, les instruments avant, ils sont protégés des autres par des plaques en plexi. Parce que les autres deviendraient très vite très sourds. Alors voilà. Et c'est pour ça aussi que si on regarde avec les auvents, donc pour tenir l'onde de choc, il faut quelque chose de vraiment solide, comme du métal. C'est-à-dire que le bois, ou alors il faut de l'ébène et encore, et donc où il faut de l'ébène tenu, et sinon le bois claque. Alors ça, c'était connu, on s'est rendu compte par justement les premières trompes, eh ben, c'était des cornes, et donc elles ont naturellement l'effet d'évasement. Et ça, c'était une trompe inca que j'ai trouvée dans un musée, et on voit que c'était une longue tige de roseau creuse, et à la fin, hop, on a mis un petit évasement en corne. Alors, donc on se rend compte que si on veut, je peux vous montrer. Ah oui. Pour faire du son de manière harmonieuse, il faut deux choses. Typiquement, il faut une instabilité qui vous fait un grrr, pas joli, mais qui vous fait une perturbation constante. Et puis derrière, un vrai résonateur, c'est quelque chose qui va répondre à une fréquence donnée, qui va calmer l'instabilité et que tout le monde va bouger ensemble pour que ça soit joli. Avec en plus, après, des dessins particuliers de l'instrument pour que les fréquences soient correctes. Et si on réécoute le chant des dunes, en fait, on a vu que, par exemple, c'était pas le bruit du vent derrière la dune, parce que la fréquence serait beaucoup trop grave. Puis en plus, ça paraît sans le vent. Ce qui compte, c'est vraiment le bruit de l'avalanche qui coule. Et si on écoute le son, il est à peu près constant, mais il y a quand même des toutes petites variations. Donc voilà le son que je vous fais écouter. Vous entendez? Bouh. Je vais le refaire. Il y a une variation d'un demi-ton à peu près. Donc il y a des petites variations, mais pas énormes. Et il y a des moments où c'est un son qui est vraiment rugueux, justement qui correspond plus au bruit. Donc ça correspond à un chant. Il y a un son qui est vraiment rugueux, qui correspond plus à... Donc là, vous avez le même son au début pour comparer. Et après, il y a un autre enregistrement où le son est rugueux. Et si vous écoutez, ça correspond à peu près au battement.
Donc là, ce qu'on entend, c'est quand on entend un broumm comme ça, on pense en fait typiquement à des vieux bombardiers. Pourquoi? Parce que les bombardiers étaient à hélice. Et donc on a l'hélice qui tourne à peu près à sa fréquence, et puis ça va dépendre un peu de la résistance de l'air du vent. Donc elle fait puis on a deux hélices, et elles font mais pas exactement en même temps. Donc ce qu'on a, c'est qu'on a les mêmes phénomènes de battement que dans la cloche tout à l'heure. Et à ce moment-là, on a Alors, il y a aussi des cas qui sont intéressants où on peut faire des battements. C'est justement, on peut faire plusieurs fréquences. Donc là, je vais vous montrer un didgeridoo, voilà, maison, en plastique. Donc là, ce que vous entendez, c'est juste un son grave. C'est comme j'ai pris un gros tuyau, ça fait un son grave. Et là, vous entendez un deuxième son. Donc on arrive à faire deux sons en fait en même temps. Et le deuxième son, en fait, c'est que la première résonance, c'est toujours les lèvres qui font blop, 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 blop. Donc je fais un Bernoulli. Et le Bernoulli, il résonne sur le tube. Ça va. Et en fait, je fais résonner aussi en même temps sur la bouche, qui est là une fréquence beaucoup plus élevée. Et donc c'est le bip que vous entendez. Et après, je bouge la langue dans ma bouche comme quand je siffle. Et c'est ça qui fait varier la deuxième fréquence. Alors on peut, en fait, il y a aussi un moyen de faire deux fréquences. Donc là, on a aussi, alors, il y a un autre moyen de faire deux fréquences. C'est, je vous ai montré qu'on pouvait siffler tout à l'heure. Ça va. Maintenant, je vais faire deux fréquences. Est-ce qu'il y a des gens qui savent comment je fais? Ouais, ça suffit pas parce que le son, ça fait ça. Ouais, très bien, spécialiste. En fait, je parle en même temps. En même temps que je siffle. Je triche. Hein. Et du coup, mais ce qu'on entend, c'est qu'on entend bien les deux fréquences. Et les deux fréquences interagissent de la même manière que, en fait, mes lèvres, le bruit de mes lèvres interagit avec le tube. Là, en fait, les deux fréquences interagissent aussi et elles se calent les unes avec les autres, comme elles peuvent. Alors du coup, avec ça, je peux faire trois fréquences. Alors il y a des chanteurs tibétains, mongols, qui ont la tradition de faire en fait deux sons en même temps, deux voix en même temps, et qui sont en fait qu'ils font résonner. Je sais pas si vous connaissez. Quand on fait une grave, typiquement on fait résonner la cage thoracique et cette fréquence-là. Les moyens, c'est la bouche. Et les aiguilles, c'est les fosses nasales. Et moi, quand je parle, je suis paresseux de l'aluette. Et donc, typiquement, je fais résonner les moyens plus un petit note des canards aigus par-dessus. Mais on peut essayer de faire disparaître le canard. Voilà. Et donc, il y a des gens qui contrôlent ça et qui arrivent à faire deux notes en même temps. Alors, l'intérêt, c'est de faire, justement, ils disent, il y a un chant profane et un chant sacré qui, lui, est sur l'autre note que les gens ne comprennent pas, qui passe en même temps. Voilà, il faut s'amuser. Donc là, on peut faire, là, je vous ai fait les trois sons. Et donc, il y a le son du tube, le son de la bouche, plus la voix par-dessus. Alors, je peux faire deux sons pour vous montrer les beaux battements, justement en accordant ma voix avec le tube. Voilà, je suis pas bien. Vous avez vu là, donc quand je suis très désaccordé, ça fait très vite, et puis quand je commence à être accordé, ça fait boum, boum, boum. C'était pas très bon, quand j'étais en faire. Voilà. Bon.
Alors, oui, dans tous les instruments de musique que j'ai oubliés, tout ça c'est joli, c'est de la technologie, hein, on utilise des outils et tout. Mais en fait, il y a une manière de faire du son soutenu qui est le plus courant, qui est la voix, voilà, qui est là, je vous parle, c'est un son soutenu. Alors, à votre avis, la voix, c'est un Bernoulli ou un Von Karman? Pardon? Les deux. Voilà, encore un gagnant. Vous êtes tous des spécialistes. Alors, en fait, c'est les deux, et ça dépend des cordes vocales qu'on utilise. On a typiquement 3 cordes vocales, et en fait, la corde vocale moyenne ou aiguë, c'est du Von Karman. C'est qu'elles sont assez tendues, et c'est les tourbillons d'air qui passent. Par contre, on a une corde vocale très grave, qui, elle, fait plutôt du Bernoulli. Alors, je peux vous faire entendre. Si je parle comme ça, c'est du Bernoulli. D'accord. Et là, on entend les, Plap, 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 plap. les flappements des cordes vocales. Et ça, c'est connu, c'est utiliser le passage d'une corde vocale à l'autre, c'est utilisé dans le des Suisses. Là. Bon, là, il n'était pas très beau, mais c'est justement, on passe tout d'un coup d'une note à l'autre, on a un saut. Voilà. Donc, vous voyez que la manière de faire du son, c'est à peu près toujours la même. Alors là, c'est pareil, en fait. On a des instruments plus ou moins instables, et puis c'est régularisé par une résonance derrière ou pas. Quand je parle comme ça, c'est pas très régulier. C'est parce que j'ai pas le bon résonateur à basse fréquence derrière. Mais les éléphants, eux, en fait, ils parlent d'ailleurs justement par basse fréquence, parce qu'ils ont une grosse cage thoracique. Nous, on les entend pas, ils passent par infrason. Et c'est toujours pareil d'ailleurs, parce que ça se transmet bien sur des grandes distances dans l'air. Bon, et alors, ah oui, c'est pour ça que les trompes, je vous ai dit, les trompes, c'est comme vous entendez l'éclair. Quand il y a un éclair, je ne sais pas si vous avez déjà entendu un éclair tomber juste à côté de vous. Si? Ça fait quel bruit? Clac, vous n'étiez pas juste en dessous. Quand vous êtes juste en dessous, c'est bang! C'est vraiment une explosion brutale. C'est vraiment un pic sonore énorme. Et dès que vous êtes un peu à côté, le bang, justement, les différentes fréquences vont à différentes vitesses dans le son. Et donc le bang s'étale et on entend grac. Et quand on entend plus loin, les cric, qui sont les deux fréquences, sont atténuées. On n'entend plus que le rock qui fait le rondement. Et à la fin, on n'entend plus que le broum. Voilà. Bon, alors tout ça pour dire que les éléphants, effectivement, parlent en infrason. Parce que c'est des animaux sociaux. Et ils aiment bien être en même temps manger tout seuls dans leur coin. Et donc ils mangent tout seuls dans leur coin, mais ils se parlent avec des congénères à plusieurs kilomètres les uns des autres. Pardon. Alors bon, passons. Alors revenons à nos moutons. Donc vous voyez que quand on fait du son, on a toujours une instabilité qui n'est pas très propre. Et puis quelque chose qui résonne, qui le rend justement régulier. Plus après, quelquefois, un amplificateur pour que ça crache bien un peu. Alors, maintenant, on peut se rendre compte que si on revient à un problème de la dune, eh ben, il n'y a rien de tout ça qui marche. Il n'y a rien de tout ça, c'est pas le vent. D'accord. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Moi, je pensais au début que c'était un grincement. Donc moi, j'avais entendu, quand je travaillais sur les avalanches de sable il y a très longtemps, j'en ai entendu parler du chant des dunes. Et puis on entendait parler, il y avait un enregistrement sur le web. Tout ce qu'on entendait, c'était beuh. Voilà. Alors on ne sait pas ce que ça veut dire, beuh. Ça peut être un micro amplifié, etc. Alors c'est pour ça que quand je vous ai fait enregistrer le son, montrer le son tout à l'heure, je vous me laisse crier au début pour que vous entendiez que c'est un son normal, qu'on pouvait l'entendre, comme c'est pas un son trafiqué. Donc bon, je pensais au tout début que du coup c'était un grincement. C'est qu'en fait la surface de l'avalanche, elle était un peu dure et puis elle grinçait. Le sable, ça grince bien. En fait, c'est pas un grincement. C'est-à-dire que si on regarde l'avalanche, ça coule vraiment comme un liquide. Donc il y a un problème. Alors c'est ça qui est joli, il y a un problème, mais c'est ça qui est excitant aussi. Hein. Ça veut dire que c'est une manière tout à fait originale de faire du son. Alors la manière de faire originale de faire du son, c'est qu'il faut revenir à comment est-ce que les grains de sable bougent. Les grains de sable, en fait, vous voyez si je fais ça, c'est un peu particulier parce que c'est entre un solide. C'est un solide, c'est-à-dire que là, si je le bouge, ben, les grains entre eux ne bougent pas. Donc je varie la gravité et en fait les voisins ne changent pas. Mais par contre, c'est comme un liquide parce qu'il a pris la forme du récipient. Et c'est aussi comme un liquide parce que si je le tourne trop, eh ben, il y a une partie qui coule. Alors il y a une partie qui coule, mais il n'y a que le dessus qui coule en fait en réalité.
Il y a que le dessus, il y a une toute petite... Le dessus, c'est en fait que quelques couches de grains qui coulent. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc c'est entre un solide et un liquide, et c'est un peu étrange. Et quand on regarde ce qui se passe dans une avalanche, vous voyez que les grains, là, ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas pourquoi? Parce que ils sont gros, et donc ils sont attirés par la gravité. Et puis il y a l'agitation thermique. Si je mettais, par exemple, si on met une encre dans de l'eau, c'est aussi des grains. Ils ne sont pas forcément très lourds, donc ils vont tomber ou pas. Mais surtout, ils vont diffuser. Ils vont diffuser pourquoi? Parce que l'eau est à température non nulle. Toutes les molécules d'eau, elles bougent, elles tapent dans l'encre, et l'encre finit par diffuser. Là, vous pouvez attendre autant que vous voulez, les grains, ils ne vont pas changer de voisin. Ils sont tellement gros que l'agitation thermique ne change pas. Donc, et quand vous faites couler, en fait, c'est pareil. Quand vous faites couler, tous les grains restent en contact avec les autres. Et ce qui se passe, c'est ça. Vous voyez qu'il y a un angle là, sur lequel ça tient, puis un angle, ça coule. Ça s'arrête de nouveau. Ça redémarre, ça s'arrête. Donc, il y a deux angles, il y a un angle de démarrage, un angle d'arrêt. Et ça, pour le comprendre, on a fait cette expérience-là. Voilà, qui est très jolie. Donc, on a rétréci l'avalanche à un seul grain. On ne peut pas faire moins. Et le tas de sable, on l'a fait régulier avec les rouleaux. Donc là, c'est une avalanche 2D. Je mets mon grain de sable sur mon tas de sable. Et un miracle, ça tient. Ça tient, mais ça, vous comprenez tout de suite pourquoi. C'est parce qu'en fait, il y a des creux entre les grains. Et que le grain de sable, il est juste coincé dans le creux. Donc ça veut dire que je peux le tourner. Je peux augmenter l'angle et rien ne va bouger. Et puis il y a un moment où justement le creux disparaît. Le sommet de la bille va passer sur le sommet de l'autre en dessous. Et là, ça se met à couler. Alors, si ça se met à couler, voilà, il faut que je redescende avec un angle plus bas pour que ça s'arrête. Alors ça, pourquoi? C'est parce que ici, il est immobile et il faut qu'il passe au-dessus du voisin, qu'il soit déstabilisé. Et là, si je le lance, en fait, quand il descend, il gagne de l'énergie. Et il faut vraiment qu'il en perde suffisamment à chaque choc pour que le gain qu'il a ne soit pas assez grand pour passer au-dessus des grains suivants. Donc si vous regardez, en fait, il va arriver, puis il dit « Ah, j'essaie de passer au grain suivant », et puis il n'y arrive pas, il retombe. Voilà, il est retombé. Donc ça vous fait les deux angles. Voilà. Ça vous fait les deux angles du tas de sable, avec un seul grain. Et maintenant, si vous écoutez bien, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Qu'est-ce que vous entendez? Tac, 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 tac. Ouais. Donc cette expérience-là s'appelle le tac-tac. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le son est régulier. Ce qui est pas habituel. Si vous prenez une pierre, par exemple, sur une planche, ça tient aussi parce qu'il y a le frottement. Et le frottement fait le même effet. Mais si vous bougez un peu trop vite, en fait, vous voyez, elle accélère. Elle accélère même dès le début parce qu'au début, elle passe du frottement statique qui est grand à un frottement dynamique qui est plus faible. Et boum, elle accélère. Voilà. Et c'est pas le cas. Alors ça, c'est une avalanche, par exemple, de neige ou une avalanche de cailloux. Une avalanche de neige, c'est grave parce qu'effectivement, quand ça démarre, ça accélère. Alors, les avalanches de neige, d'ailleurs, elles font du bruit. Vous avez déjà entendu une avalanche de neige faire du bruit? Ou pas? Non? Ouais, ça fait quel bruit? Boum, comme ça. Et ben en fait, c'est la même raison que l'éclair. C'est-à-dire qu'en fait, elle va tellement vite qu'elle passe le mur du son. Et que du coup, boum, ça pète localement, mais loin, on n'entend plus que les basses fréquences. Boum. Donc, c'est pour ça que les avalanches de neige sont dangereuses. Par contre, les avalanches de sable, vous voyez, le grain, il n'accélère pas. Et il descend à vitesse constante. Et en fait, pourquoi? C'est parce qu'il gagne de l'énergie en descendant, mais il en perd dans les chocs. Et très vite, les deux s'équilibrent, et il arrive à une vitesse constante. Voilà. Et la vitesse constante qu'on entend, elle dépend il y a quoi comme ingrédient? Il y a la gravité, c'est ça qui tire le grain, et la taille des grains. Et on peut faire un petit calcul d'ordre de grandeur, voilà, et ça vous donne que la fréquence est à peu près 0,4 racine de G sur D. Où G, donc c'est la gravité, et D, c'est le diamètre. Alors vous voyez que ça dépend. La gravité, on ne change pas la gravité trop sur Terre. Et par contre, on peut changer le diamètre des grains. Et donc là, vous entendez comme tout à l'heure. Ce que vous entendez, c'est les tac-tac séparés pour le grincement. Mais si je fais la même chose avec des grains tout petits qui sont des grains de sable, et ben la fréquence va être tellement élevée que justement, vous n'allez plus entendre les tac-tac, mais vous allez entendre la note. Et si on fait le calcul,
et je dis, ah, mais dans ma dune de sable, j'ai des grains de 160 microns. Et je fais le calcul de ça et je trouve 100 Hz. Ah, ça marche. Donc si je dis, en fait, mes grains sont un peu plus petits, qui sont en fait de 120 microns, ça me fait exactement mon 120 Hz. Donc qu'est-ce qu'on entend? Dans une avalanche de sable, en fait, ce qu'on entend, c'est le mouvement des grains de sable, exactement. Alors ça, j'ai oublié de dire justement que ça ne pouvait pas être comme une cloche. C'est-à-dire que la dune, elle ne pouvait pas être comme une cloche, parce qu'on peut aussi dire que si on a une cloche, le son dépend typiquement de la taille de la cloche, parce que c'est le temps que l'onde sonore fasse un aller-retour. Si je prends une grosse cloche, le son est plus grave. Et là, si vous faites des expériences dans le même endroit, avec une petite dune et une grosse dune, elles font toutes la même note. Donc ça ne pouvait pas être la résonance. Par contre, effectivement, c'est vraiment lié tout simplement à la taille du grain. Alors, ça explique toujours pas en fait pourquoi est-ce que ça fait du son. C'est parce que là, des grains qui coulent et qui font une avalanche, on en a tout le temps. Tous les gens qui font des travaux publics et ils font des gros tas de sable, ça coule, ça fait des avalanches, ça fait pas de son. On se promène dans le désert, la plupart du temps, ça fait pas de son. On fait des avalanches, ça fait pas de son. Et là, tout d'un coup, il y a du son. Alors, on est bien content que la fréquence, ça vienne de la fréquence mouvement des grains, mais en fait, ça suffit pas. Ce qu'il faut, c'est que les grains se synchronisent. C'est-à-dire que si tous les grains font du saut de mouton comme ça, mais qu'ils font ça dans le désordre, vous entendez des tchouk, tchouk, tchouk dans le désordre, et c'est comme tout à l'heure les deux fréquences qui ne sont pas accordées. Vous avez des moments où ça va être accordé, mais très peu. En fait, la plupart du temps, ça va être pas accordé, et donc ça fait rien du tout. Par contre, si tous les grains de sable se mettent à monter en même temps et à redescendre en même temps, là, ça fait du son. Ça fait du son, et en fait, ça fait du son parce que quand ils retombent tous, le sol, la percussion peut arriver dans le sol, et ça fait vibrer le sol. Et ça se sent, c'est-à-dire que la dune, elle vibre, effectivement, et donc on peut... S'il y a un peu de vent, comme de l'autre côté de la dune, on n'entend pas le son directement. Par contre, on sent le sol vibrer dans la dune, dans les pieds. Alors ça fait deux sons qu'un choc, et en plus, vous voyez que la surface, elle monte et elle descend. Et ça fait exactement comme un haut-parleur, ou comme la plaque tout à l'heure, c'est justement, ça transmet aussi directement le son dans l'air, en vibrant. Donc ça, c'est une méthode vraiment originale qui est ça. Alors, ce qui est particulier, c'est pourquoi est-ce que ce sable se synchronise. On est toujours en train de chercher là-dessus. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est un sable particulier. C'est un sable qui est musical. Donc là, je vous en ai amené un peu. Hein. Qui vient tout droit du Maroc, ou presque. On va voir s'il est encore en forme. Bon, il fait encore un peu de bruit. Et il doit être un peu humide quand même. Je vais essayer comme ça. Ah oui, là il ne chante plus. Donc il est déjà en train de se fatiguer. Mais bon, toujours est-il que c'est du sable qui est vraiment particulier. Et tous les sables ne chantent pas. Et du coup, vous voyez que là je fais du son de manière différente. Je ne fais pas une avalanche. Mais je fais différents sons. Et donc en bougeant le sable, on arrive en fait à faire des notes. Donc voilà un moment, un moment d'une grande découverte. Je vous montre. Je ne sais pas si c'est assez fort. Voilà. Donc on peut faire du son avec cette note-là. Et en plus, du coup, on peut carrément changer la note. Voilà. Et donc là, tout ce que je fais, c'est qu'on va plus ou moins vite en poussant plus ou moins de sable. Donc du coup, on peut s'amuser à faire de la musique. Est-ce qu'il marche là? Ah, le film marche pas. Ah, pardon. Il y a quelque chose qui revient. Ah là là. Voilà. Là, je vous mets le film. Hein. Vous êtes assez éduqués maintenant pour pouvoir écouter, même avec l'image qui bouge. Donc là, il y a un fond qui est l'avalanche. En fait, il y a une avalanche qui sonne derrière. Voilà. On peut faire un son vocal, comme une modulation vocale. Voilà.
Voilà, ça c'est le moment. Voilà. Bon, bref, on apprécie plus ou moins. Et donc, je vais conclure là-dessus, qui est maintenant de savoir, on sait à peu près, donc dans les dunes qui chantent, on sait que c'est ce sable particulier qui a la particularité de se synchroniser. Je pourrais revenir après là-dessus, mais le temps passe. Et que du coup, c'est ça qui fait un son, qui est une manière particulière de faire du son. Mais ce que vous avez vu, c'est qu'en fait, le son, il peut être très pur ou harmonieux, mais ce n'est pas forcément ça qui fait l'expressivité d'un son. Si vous faites par exemple un son de synthétiseur, ce n'est pas très expressif. D'accord ? Alors que si vous avez... Alors, surtout si c'est un son constant. Pourquoi est-ce qu'un son constant, si je vous fais justement un didgeridoo constant, bon, j'y arrive pas d'abord. Et en fait, les perceptions humaines, elles sont faites pour noter justement les décalages. Et dès qu'il y a quelque chose de constant, en fait, on le moyenne et on ne le perçoit plus. Donc ça, c'est vrai pour tout, pour la lumière. Si vous avez votre œil et que vous ne bougez pas l'œil, en fait, tout va devenir gris. Donc c'est un peu d'entraînement. Les sons, si vous avez un enregistrement, un fond sonore, en fait, vous finissez par mettre tous vos oreilles plus bas et vous n'entendez plus les petits sons, et inversement. On s'adapte toujours au son. La lumière, c'est pareil. Là, il y a beaucoup de lumière, mais vous pouvez être complètement dans le noir et vous pouvez recevoir très très peu de lumière. Ça va arriver. Ouais, donc, on s'adapte. Donc, ce qu'il faut noter, surtout, c'est les variations. Donc, typiquement, ce qu'on fait dans les musiques, on va faire un changement de note. Boum, boum. Alors là, c'est radical comme variation. C'est-à-dire qu'on passe de boum, bim. Et donc là, il y a un saut. Et en fait, tous les instruments avant, tous les instruments, en général, on ne les reconnaît pas. Quand ils font un son constant, on est quasiment incapable de les reconnaître. Par contre, on en est capable de les reconnaître au moment où ils transitent. Parce que la manière dont les sons les harmoniques vont arriver, c'est ça qui fait le son. Donc on fait ça. Et après, il faut d'abord que les sons soient à peu près jolis, comme on a vu. Et après, que les rapports entre les notes soient à peu près jolis. Parce que sinon, ils vont se superposer, ça va grincer. Donc c'est pour ça qu'après, on a toutes les tables d'harmonie à essayer de faire des rapports, des notes qui sont, etc. Donc il y a des choses compliquées, parce que un facteur 2, ça va, mais après, quand on essaye de subdiviser, on tombe sur des irrationnels. Et donc après, il y a tous les problèmes de gamme tempérée, etc. Bon, bref, il y a ça, et puis il y a les sauts. Donc il y a les rapports harmoniques, et il y a les sauts, et les sauts, c'est typiquement, je vais faire un rythme. Donc je vais faire une percussion, je fais... Et là, c'est pareil. Un rythme constant, ça ne vous dit rien. Mais si je fais un petit changement, là, tac, tac, tout de suite, ah oui, tiens, il se passe quelque chose. Donc, il y a beaucoup de variations qui vont être sur le rythme constant. Donc, tout ça, après, on construit de la musique sur la musique qui est typiquement... on va faire attention au rythme, à la mélodie, etc., etc. Alors, il y a aussi autre chose dont je voulais insister, qui est en fait, ce qu'on entend là, c'est qu'on peut faire une note continue, un beau, par exemple. Et là, je fais pas de toc-toc-toc, j'ai pas de rythme, j'ai une note quasiment constante. Mais ce qu'on entend, c'est les petits changements continus de fréquence. Et ça, c'est un autre type de musique qui est assez important. Et même quand on fait une partition, quand on joue une partition, typiquement, on ne va pas faire comme les musiques d'ordinateur. On va mettre un peu de... On va changer l'amplitude et on va mettre un peu de mouvement dans l'amplitude des notes. Et même, on peut faire varier un petit peu la note à chaque fois qu'on attaque. Et c'est ces petites micro-variations-là qui vont faire le son. Donc, quand je vous ai fait passer tout à l'heure, ça, j'ai reconstruit ça en regardant ce film. Quand je vous ai fait passer ce film-là, si vous écoutez bien, vous pouvez écouter. Si vous ne regardez pas l'image, mais que vous faites qu'écouter, vous pouvez écouter autre chose. Bon, c'est plutôt une personne, c'est plutôt une voix vocale, c'est quelqu'un qui râle. Et du coup, il y avait ce qui m'a marqué, je n'ai pas le film, malheureusement, je l'ai perdu. Il y a mon collègue qui s'amusait à faire la même chose, à faire du son. Et lui, ça faisait pote, pote. Et c'était pas du tout pareil. Et en fait, pourquoi ? C'est parce que quand on fait le son, là, il y a ce que j'appelle un court-circuit artistique, si j'ose dire. C'est-à-dire que je mets une certaine intensité et un certain mouvement dans le son. Je fais ouf. Et ce mouvement-là, en fait, ça fait une variation dans le son.
Et c'est cette variation-là que vous percevez et que vous redécodez comme une intensité que je mets. Et du coup, vous pouvez redécoder qu'est-ce qu'il peut y avoir par derrière. Et ça, c'est typiquement une manière de faire des choses artistiques. C'est-à-dire qu'une pièce d'art, ça vous émeut, vous percevez quelque chose, et en fait, en général, vous ne savez pas pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il y a le même court-circuit. C'est-à-dire que l'artiste a fait une peinture ou un objet ou quelque chose, ou même une musique avec un sentiment. Ça s'est figé dans le geste, si j'ose dire. Et après, quand vous voyez le geste, en fait, vous redécodez le sentiment et vous arrivez à le percevoir, sans que ça soit facilement transmissible. Alors pour ça, une des expériences que je voulais montrer, c'est celle-là. Là, on est dans la forêt tropicale, pour changer du sable, on va finir là-dessus. Et vous allez entendre le son de la forêt tropicale, la nuit. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Bon, et comment vous vous sentez quand vous écoutez ça? Pardon? Bruit d'eau, oui. Mais en fait, souvent, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de bruit. Bon, là, il n'est pas très amplifié. Il y a beaucoup de bruit. Là, attendez, un oiseau, là, une grenouille. Il y a le bruit d'eau qui coule. Il y a plein de petits insectes qui font cri, cri, cui, cui, glou, glou. Pardon? C'est un ensemble de bruits, et en fait, on peut dormir très bien avec ça. Vous allez dire, en général, les bruits, ça me dérange. Et bien là, pas du tout. C'est assez fort, hein, en fait, et on va dire c'est musical, voilà, et en fait, on dort super bien avec ça. Voilà, j'écoute ça, et en 5 minutes, je dors. Ça se vend, exactement. Des bruits d'ambiance, voilà. Et alors, vous avez une interprétation? Pourquoi? Pardon? Pas tant que ça, parce que c'est toujours un petit peu différent, c'est toujours un peu... il y a toujours des petits plic-plic, ploc-ploc. C'est un niveau sonore qui ne varie pas trop, mais en fait, c'est autre chose. Mon interprétation, c'est que tout ça, en fait, ce que vous décodez, c'est des sons d'insectes, et c'est des sons d'insectes qui sont contents. Ce qu'ils disent, en fait, c'est que tout va bien. Je grignote, tout va bien, tout va bien. D'accord? La grenouille, elle dit aussi, coin, 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 la vie est belle. Et en fait, c'est pas du tout, c'est des sons de vie normale, et c'est pas du tout des sons d'alarme. Si jamais il y a un truc, et là tout de suite ça vous stresserait aussi. D'accord? Et du coup, ce qu'on entend là, c'est qu'en fait, c'est que toute la vie est belle, tout va bien. Et du coup, la vie est belle, tout va bien. Donc on peut s'endormir. Et donc on décode intuitivement en fait le fond, pareil, qui se transmet. Alors à l'inverse des bruits, quand on parle de bruit, en fait, c'est souvent des bruits urbains. Et alors c'est souvent des voisins qui sont excités, qui font bang bang, ou de la musique très forte, qui vous entendrez la musique je suis excité. Alors ça vous excite aussi. Et aussi les bruits dans la rue. Et les bruits dans la rue, c'est quoi? C'est essentiellement des bruits de moteur. Mais le moteur, c'est quoi? C'est des moteurs à explosion. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des bam bam bam, c'est des bam. Ou alors c'est des voitures qui sont des gros objets qui vous arrivent dessus en plus. Donc c'est hyper stressant. Si vous réfléchissez un peu, vous avez un objet de plusieurs tonnes qui vous arrive à fond la gamelle. C'est stressant en fait. Et donc c'est pour ça que tous ces bruits sont stressants aussi. Voilà. Donc je voulais finir là-dessus et puis merci de m'avoir écouté. Ah j'ai oublié ça. Ouais, j'ai oublié ça, pardon. Des questions à Monsieur Coste évidemment. Merci pour votre passion qui est communicative, c'est comme les sons là. Donc on ressent votre passion nous passionne. Pour revenir au chant des dunes, j'ai compris donc que c'était les grains de sable
et qui crée ce bruit, mais j'ai pas compris le résonateur, parce que c'est quand même amplifié tout ça. J'ai pas compris ça. Il n'y a pas besoin de résonateur, il n'y a pas besoin d'amplification. C'est qu'en fait, c'est comme la planche. Toute la surface de l'avalanche, c'est la planche. Elle bouge dans l'air. Et ça fait comme un gigantesque haut-parleur et ça émet directement dans l'air. Et donc, on peut calculer qu'un grain de sable, là, typiquement, il bouge d'1/10 de son diamètre quand il fait du tac-tac. On m'a dit 10 couches de sable qui coulent, ce qui est à peu près un maximum qu'on peut faire. Ça veut dire que toute la surface de la dune, elle bouge d'1 diamètre de grain, qui n'est pas beaucoup. Mais ça suffit pour faire les 110 décibels. Parce que le haut-parleur, en fait, à cette fréquence-là, il bouge très peu. Donc il n'y a pas de résonateur. C'est pour ça on l'a même fait au laboratoire. Donc on a pris ce sable-là, on en a ramené suffisamment, on l'a mis sur une planche, ça chante aussi. Alors ça ne fait pas exactement le même son. C'est-à-dire que dans la dune, c'est comme dans l'eau, la vitesse, je vous ai dit dans l'air, les graves vont plus vite et les aigus vont plus lentement. Et ça, on a l'habitude à peu près dans l'air. Quand on va dans l'eau, le même système est changé. Et ça vous fait un système de son qu'on appelle à queue, justement. Dans la dune, c'est pareil. C'est-à-dire que la variation de fréquence, la variation de vitesse en fonction de la fréquence change et on entend des sons à queue. Et il y a une sorte de réverbération. C'est-à-dire que si vous faites une avalanche sur une dune, si vous avez la chance de faire ça, en vrai, c'est superbe, hein, vous avez un son qui est presque un son de cathédrale. Parce que vous avez la réverbération dans toute la dune. Mais cette réverbération-là, ça donne une petite couleur. C'est pas ça qui fait le son. C'est comme si vous faites de la musique dans une cathédrale, c'est joli, mais c'est pas la cathédrale qui fait le son. Et donc là, si vous faites ça dans le laboratoire, on peut faire une avalanche qui sonne. Elle est un peu moins beau parce qu'on entend la planche plutôt que d'entendre la dune dessous, mais c'est pareil. Une autre question? Oui. Ah, le micro est parti, mais... Oui, moi je voulais savoir si l'homogénéité dans la taille des grains a une importance pour que ça fasse quelque chose qui soit enfin, comme sur un seul mode ou quelque chose comme ça. C'est une très bonne question. Alors c'est vrai que j'ai oublié de dire, ça c'est une très grande dune. Et en général, il y a une histoire, là, les grains ont à peu près tous la même taille. Et ils sont extrêmement bien triés. Je ne sais pas si vous connaissez un livre qui s'appelle La femme des sables. Et ça a été fait par un film dans les années 50. C'est un japonais. Ça a été fait un film dans les années 50 en noir et blanc qui est très beau. Bon, ça ne me dit rien. Bon, bah, dans ce livre-là, en tout cas, qui est une question, quelqu'un qui est piégé dans un village qui est lui-même piégé par les sables, etc. Bon, toute une histoire sur la liberté humaine. Et il pose une question à un moment donné qui est pourquoi est-ce que le sable dans toutes les plages du monde ont à peu près la même taille? Vous n'avez jamais remarqué ça? Bah si, en fait, hein, toutes les plages, le sable a à peu près la même taille. Ben, la réponse toute bête, c'est que quand c'est plus fin, ça s'appelle de la vase, et quand c'est plus gros, ça s'appelle des graviers, ou des galets. Voilà. Alors, cette réponse bête, elle a un sens. C'est-à-dire qu'en fait, la vase, c'est effectivement ce qui est très fin, et c'est emporté par le vent, mais c'est pas redéposé. C'est tellement fin que ça ne se redépose pas. Ou alors ça se redépose au fond des océans, très très loin. Les galets, c'est tellement gros que c'est pas emporté par l'eau. Donc ça reste sur place. Ce qui est juste entre les deux, ce qui est emporté par l'eau, mais redéposé assez vite, c'est justement le sable. Et ça se met dans les creux. Pourquoi? Parce que le courant peut être fort. Et puis après, dans les creux, le courant, donc les grains sont emportés. Le courant ralentit. Et à ce moment-là, les grains retombent et s'accumulent. Et c'est pour ça que le sable s'accumule. Donc le sable dans les plages est à peu près toujours la même taille. Pourquoi? Parce que les courants marins sont à peu près toujours les mêmes. Donc si vous allez à Ouessant, dans la baie de... Non, pas à Ouessant, oui, à Ouessant, ou dans la baie du Morbihan, le golfe du Morbihan, vous avez des courants énormes. Et bien la réponse, c'est que le sable est... Voilà. Bon. Et ben dans les dunes, c'est pareil. Dans les déserts, les vents sur la Terre sont à peu près toujours les mêmes. Donc vous avez à peu près toujours les mêmes tailles de sable. Alors, dans un endroit, vous avez un vent typique. Et ce qui se passe, c'est que les grains vont réussir à monter. Ceux qui sont très fins, ils sont emmenés très très loin. Donc je ne sais pas, quand vous avez il y a des épisodes de Sirocco qui fait très chaud l'été, qui pleut juste après, les voitures sont couvertes de poussière rouge. Elles viennent directement du Sahara. Ça remonte jusqu'en Norvège et ça va aussi jusqu'aux États-Unis. Et donc en fait, les grandes plaines céréalières des États-Unis, elles sont constituées essentiellement de poussière qui vient du Sahara. Ça, c'est pour vous donner le débit. Et donc ça, c'est l'équivalent de la vase. Et après, les très gros, ils restent sur place. Et quand on a une dune, même sur une dune qui est entraînée et redéposée tout de suite, et ben, les gros, ils ont tendance à ne pas avoir le courage de monter et rester sur les côtés. Par contre, les plus fins ont tendance à monter. Et plus vous avez une dune qui est grande, plus le sable est trié.
Tout ça pour arriver à dire que cette dune-là, effectivement, elle a des grains super triés. Et donc, ça fait un son qui est super beau, qui est un beau harmonique. Et donc, tous les gens pensaient qu'effectivement, c'est assez important pour que tous les grains aient le même mouvement. Et donc, que ça fasse un bel son. En fait, on est allé dans le sud d'Andaman, et on a trouvé une dune près de la mer, qui chante, mais alors, celle-là, celle au Maroc, là, on l'appelait la cantatrice, mais celle auprès du sud d'Andaman, de la mer, c'est carrément un orchestre. Ça chante, mais alors, extraordinaire. Et là, bizarrement, les grains ne sont pas triés. Ils sont très peu triés. Il y a des grains de toutes les tailles. Alors, comment est-ce que ça marche? C'est qu'en fait, quand vous faites couler du sable, il y a un phénomène qui est connu aussi, c'est que les petits se retrouvent très vite au fond et les gros se retrouvent tout dessus. Il y a une ségrégation qui apparaît tout de suite. Et ça, pourquoi? C'est parce que vous vibrez tout. Les petits, il y a des trous, ils tombent. Et les gros, ils bougent un peu. Puis il y a les petits, les moyens qui se mettent en dessous, ils n'arrivent pas à tomber. Donc très très vite, ça ségrège comme ça. Donc quand vous faites une avalanche avec des grains qui ont des tailles différentes, en fait, ils se font très vite des couches de tailles différentes. Et donc chaque couche peut résonner à sa fréquence propre. Mais à ce moment-là, quand vous faites différentes fréquences en même temps, ça fait un son qui n'est pas harmonieux. Et à Oman, en fait, le son, c'est plutôt des cuivres. C'est des brrrap. Mais c'est très puissant en même temps. Donc le fait que ce soit la même taille est importante, mais ils arrivent quand même à s'en sortir. Une autre? Non? Il y avait une question. Ah oui. Oui, tout à l'heure, vous disiez que votre sable, il ne marche plus, entre guillemets, parce qu'il a pris l'humidité. Oui, il a pris de l'humidité. Là, j'aurais dû le passer au four avant de venir, j'ai pas eu le temps, je suis désolé. Et il a pris de l'humidité. Mais alors, en fait, ça suffit pas non plus. C'est-à-dire que nous, on a ramené du sable du Maroc, on a joué avec. Au début, il était content. Puis après, il s'est bien... Il est devenu aphone. Alors, on a fait la psychothérapie du tas de sable. C'est-à-dire quand j'ai dit, ouais, c'est normal, il était au Maroc, on le ramène en hiver à Paris, je comprends qu'on déprime. Et donc, qu'est-ce qui nous manque? C'est le soleil et la chaleur. Donc, on l'a mis sous des grandes sunlight, des grandes lampes chauffantes. Et là, effectivement, il est boum, boum, il est un peu mieux. Mais c'était palliatif. C'est-à-dire qu'il fait boum, boum, et puis après, même chaud et sec, c'est surtout la sécheresse, en fait, qui compte, il était toujours aphone. Alors, du coup, on était ennuyés, parce qu'on était obligé de retourner au Maroc pour prendre du sable. Et en fait, ce qu'on a réfléchi, c'est que je me suis posé ce problème-là, et je me suis dit, si je vous raconte l'histoire, je me suis dit, quand on a un mal du pays, c'est pas seulement le climat qui manque. C'est quoi? Les proches. Voilà, exactement. C'est les amis, les relations, en fait. Et donc, je me suis dit, autour de ces dunes-là, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Parce qu'en plus, toutes les dunes ne chantent pas. Et donc, je me suis dit, si ça se trouve, autour de ces dunes-là, il y a quelque chose de particulier pour que ce soit celle-là qui chante et que ce soit ça qui leur manque à Paris. Et bien, un matin, je me suis réveillé en disant, c'est les lacs de sel. Parce qu'à côté de la grande dune qu'on a, il y a des lacs de sel. Alors, est-ce que vous savez pourquoi il y a des lacs de sel dans le désert? Pardon? C'était la mer avant. Alors, d'où vient le sel de la mer? De la terre, voilà. En réalité, les roches, elles se décomposent. Et elles se décomposent par des gros grains qui font les grains de sable. Typiquement, elles sont à l'air libre. Et en fait, il y a des parties qui se décomposent très vite, qui font du sel, typiquement. Les atomes se décrochent et font du sel. Donc, dans le désert, partout, en fait, dans la terre, tout ce qui est à la surface se décompose lentement. Dans les zones comme climatiques, tempérées comme on est, où il pleut souvent, en fait, la pluie lave le sel, la mène dans les rivières qui sont toujours un peu salées, et ça s'accumule dans la mer, où il n'y a que l'eau qui est évaporée. Donc on peut prédire, en fait, on peut donner un âge minimum de la Terre en regardant la quantité de sel dans l'eau. En fait, c'est très faible parce qu'en fait, il y a des mers qui se dessèchent complètement, qui ont presque recouvertes. Donc il y a les mines de sel en Allemagne, par exemple, sur des kilomètres de profondeur. C'était le sel, même au fond de la Méditerranée. Je ne sais pas si vous savez, il y a un moment, la Méditerranée s'est fermée avec l'Atlantique, le littoral de Gibraltar, et elle s'est complètement évaporée. Et donc au fond de la Méditerranée, qui est profond, il y a 1 kilomètre de sel, qui quand ça s'est rouvert et que l'Atlantique est rentré, ben, ça n'a pas dissous. Et donc le sel, même si ça l'a dissous un peu, il est plus lourd, il est resté au fond. Bon bref, alors revenons par le mouton. Donc dans le désert, ça fait un peu de sel, et quand il pleut un petit peu, ben, le sel c'est ce qui aime l'eau, ça lave le sel. Et il ne pleut pas assez souvent pour faire des rivières, et donc en fait l'eau reste accumulée, et ça sèche et ça fait du sel. Alors je me suis dit, il lui faut un bain de sel. Donc j'ai pris le sable qui chante, j'ai fait un gratin de grains au sel, donc je mets de l'eau salée, je le mets au four pour sécher, j'essaye,
ça marche pas. Et je réessaye parce qu'il faut insister hein, quand on fait de la recherche. Hein. Et là, j'ai du sel sur la langue. Et je me dis, ah ben oui, en fait, quand je fais ça, je fais de la poussière de sel. Et la poussière, c'est connu pour tuer le chant des dunes, pour tuer le sable qui chante. Donc je re-rince mon sable, je le fais sécher, j'essaye, et là, pouette, ça marchait super. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'effectivement, c'était nécessaire. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier sur ce sable-là? C'est qu'il y a ce qu'on appelle... Là, vous voyez ce caillou, là, il est un peu noir. Je ne sais pas si vous voyez, il est un peu brillant aussi. En fait, ce qu'il a, c'est une patine de désert. C'est-à-dire qu'il est noir comme ça, brillant. Vous pensez que c'est un truc volcanique. En fait, non, pas du tout. Là, vous voyez qu'il est rouge. Et si vous le cassez, il va être jaune, tout bête. C'est un morceau de calcaire tout bête, qui vient de la vallée de la mort. Et là, l'érosion autour et le climat a déposé cette patine. Et donc, si on regarde tous les grains de sable, en fait, ils sont recouverts de la même patine. Et c'est cette patine-là qui est un peu molle, qui ressemble en fait à de l'argile. Alors, elle est noire parce que c'est de l'argile avec des sels minéraux qui sont des oxydes noirs. Là, en fait, elle est transparente ou elle est un peu rouille. Je ne sais pas si le sable, si vous le regardez, il est rouille parce qu'en fait, c'est de l'oxyde de fer dedans. Et c'est ce vernis-là qui, en frottant, on a réussi à enlever. Et en faisant un gratin de grain au sel, on a réussi à remettre. Alors l'explication, elle n'est pas absolument claire, c'est qu'en fait le sel, c'est ce que je racontais avant, le sel, c'est déjà assez agressif. Mais en général, c'est un peu neutre. La soude et le chlore se neutralisent un petit peu, c'est agressif. Mais c'est surtout agressif en fait quand ça sèche. Et apparemment quand ça sèche, à haute concentration, là on retrouve le chlore et la soude deviennent un peu indépendants, et la soude est capable de dissoudre le verre, elle est capable de dissoudre la silice. Et en fait, c'est capable de dissoudre un peu tous les grains de sable qu'il y a autour. Et après, quand ça sèche encore plus, le sel, c'est ce qui est le plus ionique, c'est ce qui préfère l'eau. Et donc, il va garder l'eau, il va redéposer tout le reste sous le reste des grains. Et ça, c'est super, parce que quand vous essayez de peindre des grains, donc ça, c'est un grain, vous voyez là, qui est arrondi parce qu'il a eu beaucoup de choc. Quand vous essayez de peindre des grains de sable, en fait, la peinture, elle fait des ponts capillaires, et elle se bloque seulement là où il y a les grains se touchent. Ça ne fait pas une peinture homogène. Là, c'est super parce qu'en fait, le sel s'accumule au pont capillaire et il redépose tout le reste qu'il a dissous sous une forme d'argile, probablement, et qui fait le vernis. Et c'est ça qui est nécessaire au champ. Donc, par exemple, là, donc on a fait la démonstration. Là, vous avez des billes de verre normales. Alors, les billes de verre, elles sont faites en brisant du verre et en le faisant tomber dans un four. Donc, les grains de verre se fondent, ça fait des jolies gouttes, puis on le refroidit. Donc, et ça ne chante pas du tout. Voilà. Donc on a pris ces billes de verre-là, on leur a fait un petit traitement de grain au sel, en rajoutant des minéraux pour faire de l'argile, et voilà, ça marche. Voilà. Donc c'est le vernis qui compte. Et alors, pour conclure, la dernière, si je vous dis quelque chose de rond, recouvert de quelque chose de mou, qui s'use et qu'il faut remplacer régulièrement, vous pensez à un pneu, exactement. Et donc, en fait, le sable musical, c'est des pneus, si j'ose dire. Il faut que ça soit rond pour qu'il y ait un beau mouvement les uns sur les autres. D'accord ? Et il faut surtout qu'ils soient couverts de vernis pour qu'ils ne glissent pas, qu'ils n'aient pas des mouvements chaotiques, mais qu'ils roulent bien les uns sur les autres, et qu'ils aient une bonne adhérence les uns aux autres. Et ça, ce vernis-là, effectivement, il est un peu mou et il finit par s'user. Donc, c'est probablement ça qui force les grains à rouler bien les uns sur les autres, qui force la synchronisation. Ça, c'est pas encore très clair. Est-ce qu'il y a des bruits? Un bruit est toujours généré par un mouvement. Tout à fait, oui. C'est un déplacement. Quand Ouais. je mets quand je mets à mes oreilles un coquillage, Ouais. j'entends rien du tout, et j'entends du bruit, et il n'y a pas de mouvement. Alors vous m'expliquez? Oui, c'est qu'en fait, si on mettait le coquillage, il y a du bruit environnant. On est baigné dans du bruit. Si on fait l'expérience dans une chambre achénoïde, c'est-à-dire une chambre où le son est complètement absorbé, ce qui est très bizarre justement. C'est-à-dire qu'en fait, je vous ai dit, intuitivement, on se sert du son pour savoir à peu près où on est. Donc en fait, on sait très bien qu'il y a des réverbérations, les aveugles, ils savent très bien où sont les murs quasiment. Si on se met dans une chambre achénoïde, c'est très perturbant parce que du coup, c'est comme si on n'entendait plus rien. On tombe dans le vide. Alors ce qu'on entend à ce moment-là, en fait, en général, c'est le bruit à l'intérieur des oreilles. Je ne sais pas si vous aimez y arriver. Des endroits très très calmes, vous entendez le bruit du sang ou les bruits des muscles. Si vous faites bouger, vous pouvez entendre les vibrations.
On entend ses intestins, on entend tout ce qu'on veut. Voilà, mais ça peut être très local. Alors là, si vous faites l'expérience du coquillage, c'est qu'en fait, vous êtes baigné dans un bruit et le coquillage, lui, il sélectionne certaines fréquences, qui est résonateur. Et donc, vous entendez ces fréquences-là par rapport aux autres, surtout avec l'autre oreille. Et là, du coup, c'est la différence des deux qui fait que vous avez la perception d'entendre un son étrange, qui sont plutôt un peu graves, qui sont typiquement un peu graves, et c'est pour ça qu'on dit qu'on entend le bruit de la mer, qui est un brouh. Alors j'avais une autre question. Est-ce qu'on a des chances de rencontrer un jour quelqu'un qui a deux personnes qui ont la même voix? Parce que c'est une bonne question, oui. Le bruit, c'est les cordes vocales. Donc, plus la résonance dans les bouches, plus le fait qu'on parle avec ou pas le nez, etc., etc. Mais il y a en plus de ça, il y a aussi beaucoup l'intonation. Il y a vraiment la manière de parler. Le rythme, toutes les petites variations. Et donc, effectivement, ça fait qu'on arrive très bien à reconnaître quelqu'un par la voix et qu'il y a très peu de chances, comme les visages, à la vue, et qu'il y a très très peu de chances pour que deux personnes aient la même voix. Ou des voix. Enfin, il y a des gens qui ont des voix proches. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire, tiens, ça me rappelle. Mais c'est plutôt, ça me rappelle, je sens en même temps qu'il y a une toute petite différence. Alors, j'ai une dernière question. L'eau qui coule, oui. Ça fait du bruit? Oui. Alors, l'eau qui coule dans un tube, non. Mais le blub, 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 les plicotis, ça fait du bruit. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, les ruisseaux, quand ça clapote, d'accord, c'est que il y a des petites vagues qui passent, ça se referme, ça piège des petites bulles, et les petites bulles, quand elles remontent, elles s'ouvrent et elles font poc. Et donc c'est la multiplication des petits blocs qui font ça. Alors après, pourquoi est-ce que ça calme et que ça endort? Vous avez une question? Vous ne savez pas pourquoi? Parce qu'en fait, on est tous nés. Et dans le ventre de la mère, en fait, si vous écoutez votre ventre, quand vous dites, qu'est-ce que vous entendez? Vous entendez des bruits de bulles, très clairement. Et donc, en fait, on est baigné de bruits de bulles au tout début. En plus, c'était super agréable. Et donc, c'est ce souvenir-là qui remonte et qui fait qu'entendre un bruit de ruisseau qui fait à peu près dans les mêmes fréquences, c'est très calmant. Allez, Hervé, non? Oui, je me posais la question, si on comprend bien quels sont les facteurs pour avoir un bon sable, on pourrait faire un sable entre guillemets synthétique, qui soit optimisé et qui chante bien, quoi. Ben, celui-là il est pas mal en fait. Hein. Bon, là il se un peu, non, c'était celui-là justement. Celui-là il est optimisé parce que normalement il est à peu près trié, les grains sont très ronds et il chante bien. Bon, mais en fait c'est très fatigant à faire quand même. C'est-à-dire qu'il faut avoir des bonnes billes. Mais c'est le cas dans la nature. Hein. Pourquoi est-ce que c'est rare? Parce qu'il faut des grains arrondis. Plus que le tri de la taille, il faut plutôt des grains arrondis. Les grains arrondis, c'est comme ce caillou-là. Ça, c'est un cristal de roche qui vient d'une rivière en Chine. Il est arrondi, pourquoi? Parce que comme les galets, il y a les multiples chocs et ça l'a plus ou moins lissé. Donc les grains de sable, c'est pareil. Ils perdent de la poussière. Justement, la poussière qui vient des grains de sable, c'est pas tous les éclats de choc qui s'arrondissent. Mais en même temps que vous les choquez, ceux qui sont fragiles, ils sont détruits très vite. Donc, par exemple, les coquillages que vous avez à la porte de la plage, dès que vous faites 1 kilomètre à l'intérieur des terres, ils sont déjà réduits en miettes. Et après, tous les autres minéraux, de plus en plus fragiles, ils sont détruits. Et il ne reste plus que un des plus solides qui est le quartz ou les diamants. C'est pour ça qu'il y a en Namibie, en Afrique, les diamants sont sous les dunes de sable. Et le problème, c'est que si vous faites ça qu'avec des billes de verre ou qu'avec du quartz, qui est de la silice, vous n'avez pas les bons minéraux pour faire du vernis. Ça ne vous suffit pas. Il vous faut en fait de l'aluminium, c'est typiquement de quoi faire de l'argile. Il vous faut de l'aluminium, du magnésium, du fer et de la silice. Et du coup, les sables qui chantent, c'est une condition qui est difficile. Il faut du vieux sable avec des grains arrondis, c'est du vieux quartz, auquel on a rajouté du grain récent, pas forcément très arrondi, mais qui contient d'autres minéraux. D'accord? Et le tout près d'un lac de sel. C'est-à-dire où il pleut un petit peu de temps en temps et pas tout le temps. Donc c'est pour ça que les conditions sont dures. Alors ça, c'est pareil pour faire ce sable-là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des billes de verre, on a pris du sable qui chante, on l'a réduit en poussière. Voilà, on a réduit en poussière parce qu'on était sûr d'avoir les bons minéraux. On a rajouté le sel. On a fait le gratin qui prend du temps plusieurs fois pour être sûr que ça marche bien. Après, il fait re-rincer pour enlever la poussière qui reste, enlever le sel, refaire sécher. Ça prend 2 mois. Hein. Donc on peut faire du sable qui chante optimisé, mais voilà, il faut le courage. Donc nous, on l'a fait pour le principe, mais avant d'ouvrir un parc d'attractions en sable synthétique, non.
Bon, eh bien, écoutez, je crois qu'il y aura... Y a-t-il une autre question? Non. Donc, on va vous remercier pour cet exposé chantant. Hein, vous nous avez fait chanter, vous nous avez fait voyager. Et puis, eh bien, nous, la prochaine conférence, c'est le 29 janvier, et c'est dont le titre est La démocratie des crédules avec Monsieur Bronner. Et puis, vous aurez d'ici là notre programme de l'année 2015. Et puis, ben, on va vous souhaiter de faire chanter vos sapins de Noël. Allez, bonne soirée.